Bonjour à tous. Salut les Yo, gars. salut Nico. Salut Nico. Eh Comment ben, ça va? ravi très très bien. Écoute, il fait un temps magnifique à Paris. On est le 19 mai. Bienvenue dans Radio IA. Et donc, c'est notre troisième épisode. Et on a la chance d'avoir parmi nous deux membres très importants de la communauté francophone de l'IA, qui sont donc Martin, qui est Mister IA, donc super newsletter qu'on vous encourage tous à suivre, et Mathis Stackium, alias Stackium, qui fait le Daily IA, sur lequel vous pouvez avoir toutes les news de l'IA quotidiennement sur WhatsApp. Eh ben, très cool, merci messieurs de passer sur ce show, c'est cool. Toutes les semaines, on essaie de faire une espèce d'overview des news qui se passent sur l'IA, essayer de les commenter un petit peu. Ça va être cool d'avoir un petit peu votre expertise parce que chacun a un petit peu cette sauce à ramener et je pense que vous avez beaucoup à dire sur les news qui se passent, les faire comprendre aux gens et réagir dessus. Donc franchement, on peut y aller, je pense, Nico, non? Let's go. Donc, première news, les gars, c'est OpenAI hier qui a un petit peu cassé le game avec l'application iPhone de ChatGPT. Nous, en France, on venait d'avoir les plugins. Moi, je trouve que c'est une news incroyable. Je trouve que OpenAI orchestre les choses d'une main de maître parce qu'en fait, ça fait tomber un peu aux oubliettes Bard, Zoom, Claude de la semaine dernière. Et là, ils nous sortent cette application iPhone. Moi, j'ai passé la soirée à essayer de l'installer, à me mettre sur le store US. Est-ce que vous avez réussi à l'avoir? Non, j'ai pas réussi non plus, non. Non, mais je viens de découvrir avant de venir, il faut que je retrouve le nom, mais un VPN, un bon VPN téléphone qui apparemment marche bien. Il faut que je le retrouve le nom. Hmm. Ah bah, très bien. Bah, si tu trouves ça, tu nous diras, Martin. Ouais. Euh, Franchement, apparemment, de ce que j'ai vu, l'application, elle est top. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a du voice to text intégré, donc avec Whisper. Donc, on se fait comprendre par l'application hyper facilement. Pas besoin de parler anglais, pas besoin de hurler dans le téléphone comme avec Siri ou Alexa. Ça cartonne. Il y a un feedback haptique. Euh, on peut faire plein de trucs. Elle est hyper rapide. Moi, je pense que j'ai hâte de voir un petit peu. Je pense que ça va ouvrir plein de nouveaux cas d'usage, de voir les gens qui s'en servent en fait en situation de mobilité de ChatGPT. Moi, j'ai une question par rapport à ça. C'est, tu vois, on parle beaucoup d'innovation sur sur l'IA, sur la performance de l'IA. On change de support. En quoi c'est quelque chose d'assez important un petit peu dans l'adoption. Là, je pense que tu fais pas les mêmes recherches, t'as pas du tout la même utilisation. Si tu es sur ton iPhone, tu vois, à l'extérieur, ou si tu es derrière ton ordi. Et Martin? Ouais, Martin, ouais, si tu as une ouais, avis là-dessus. sur l'adoption, ça peut être énorme. Ça peut être énorme. Il y a beaucoup plus de téléphones dans le monde que d'ordinateurs, hein. Déjà, je pense que c'est des facteurs de 4, 5, 6, voire 10. Alors, c'est que notamment en Afrique, les gens font tout via le téléphone et pas du tout via l'ordinateur. La recherche Internet, le paiement, enfin bref, en Chine, pareil. Donc, il y a une adoption massive du téléphone partout. Donc, évidemment, ça permet de potentiellement toucher beaucoup plus de monde. Première chose. Deuxièmement, même pour ceux qui ont les deux, tous, on passe 10 fois plus de temps, je pense, par jour sur notre téléphone que sur l'ordinateur. Donc là aussi, ça permet quand tu as l'application sur ton iPhone, en fait, si tu la vois tous les jours, tu finis par aller beaucoup plus dessus. Enfin bref, assez logiquement, tu passes beaucoup plus de temps là-dessus. Donc, ouais, pour l'adoption de ChatGPT, ça peut être assez énorme. Ça, c'est la première chose. La deuxième, j'ai bien aimé ce que tu as dit, Nico, parce que c'est assez intéressant comment OpenAI répond coup par coup au bon moment aux autres concurrents. C'est sûr que Bard, on parlait de Bard depuis une semaine non-stop. Ça faisait même pas une semaine, je crois, que eux sortent leurs grosses news. Et ils en ont encore en stock pour à chaque fois revenir devant de la scène. Et ça, c'est assez fort. C'est assez fort et ça peut durer longtemps. Donc très fort. Maintenant, voilà, sur l'utilisation, tu dis ça va y avoir de nouveaux cas d'usage. Oui, très certainement. C'est sûr que de l'avoir en mobilité, c'est utile. Est-ce que là, j'ai pas de cas d'usage moi en tête précis, parce que quand on a son téléphone, comme tu le dis, on est aussi à la fois on l'utilise beaucoup plus le téléphone, mais on l'utilise pour des tâches beaucoup moins profondes. C'est des petites séquences de 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes sur mon téléphone. Donc, je ne vais pas aller en profondeur. Donc, j'aurais peut-être moins besoin d'une technologie aussi forte que ChatGPT. Alors que sur l'ordinateur, on y est pour des temps plus longs, hein, 1 heure, 2 heures, 3 heures, toute une journée. Donc, est-ce qu'il y aura des gros cas d'usage directement? Je ne sais pas. Mais oui, pour des petits cas d'usage, ça peut aller vite. La voix, notamment, que ce soit pour ceux qui ont les plugins et la voix. Là, on imagine bien que pour les courses, pour les réservations d'hôtels, pour plein de choses, quand on n'aura pas besoin d'ouvrir l'ordinateur et de taper à la main, ça va aller très, très vite.
Ouais, donc ça va être trop cool. En parallèle aussi, c'est qu'il y avait quand même plein d'apps sur l'App Store qui étaient des fakes, hein, qui grosso modo étaient du chat GPT encapsulé. Et tout ça, ça va sauter. Et tant mieux parce qu'il y a des trucs qui n'étaient pas forcément clean là-dedans. Bah, Mathis, tapez d'ailleurs. ouais, Ouais, tapez ChatGPT. Pardon, après, je fais de la parole à Mathis, mais ouais, tapez ChatGPT sur le store français, c'est hyper intéressant. Il y a 20 copycats en vert avec quasiment le même logo, mais qui ne sont pas ChatGPT. Mais c'est assez marrant. Donc, oui, c'est intéressant de voir ce qu'ils vont devenir. Non, mais ouais, c'est ce que j'allais dire par rapport aux imitations que tu as sur l'App Store. Ça, c'est un gros plus en termes de limitation de risque pour les utilisateurs. Parce que voilà, ça limite un peu les fuites de données qui est potentielles sur les autres apps qui n'étaient pas forcément légitimes. Ça, c'est un gros point. Et après, je rejoins ce que vous avez dit sur la reconnaissance vocale via Whisper. Ça, c'est le gros plus, à mon avis, de l'avoir sur le mobile. Parce que je ne me vois pas personnellement faire des recherches, comme tu dis, des recherches approfondies directement sur le portable. Mais par contre, l'utilisation du speech to text, là, j'y vois un gros avantage qui relaye vraiment, c'était déjà le cas, mais Siri, par exemple, ou tout autre assistant vocal, vraiment au second plan. ouais, donc franchement, c'est génial. Moi, je trouve ça dingue à quel point ça enterre un peu toutes les autres news derrière. On va voir, en tout cas, hâte d'essayer ça. Ouais, Autre news, vas-y. Une question, mais je ne sais pas si d'ailleurs vous avez la réponse, mais est-ce qu'on sait à quel point cette application sera liée aux autres apps de votre téléphone? À quel point depuis mon chat GPT téléphone, je pourrais lui dire écris-moi un post LinkedIn et publier sur mon LinkedIn en passant par l'app, ou ouvre mon application musique et prends les 10 musiques où c'est écrit Martin et lance-les une par une. Est-ce qu'on sait aujourd'hui à quel point ces apps sont liées? J'ai pas la réponse. Écoute, on ne sait pas vraiment parce que justement aujourd'hui, en tout cas, tu vois, les plugins ne sont pas encore activés sur l'application iOS. Mais alors, très clairement, tu le vois gros comme une maison, Kayak, LinkedIn, tout ça d'ici quelques semaines qui sortent où tu t'ouvres tes applications iPhone et là, ça va être dingue. Mais je ne suis pas sûr qu'Apple laisse faire ça. Moi, c'est ça que je trouve hyper intéressant. On sait comment Apple est chiant avec son Apple Store. Et comment il ne voudrait pas un App Store dans l'App Store, on est d'accord. Ouais, et comment ils sont en capacité, parce que bon, on parle beaucoup de Siri, mais en fait, Apple est en capacité aujourd'hui de sortir son chat GPT-like juste sur l'environnement iPhone. Je pense qu'ils vont finir par faire quelque chose comme ça, un peu puissant. Et à quel point ils vont laisser le chat GPT prendre de la place, ça va être intéressant, parce que je pense qu'ils vont lutter fort. Ouais, on va regarder ça. Non, t'as raison. C'est très très bon point, Martin, sur l'App Store, la réaction d'Apple par rapport à ça. Autre news, les gars, c'est Optimus. Je voulais qu'on en parle. Donc, il y avait la journée des actionnaires de Tesla. Elon Musk a présenté ses robots Optimus. Il a dit qu'il y en aurait peut-être dans quelques années 10 milliards, 20 milliards, 1 à 2 par personne. Moi, je trouve ça très très impressionnant. Je trouve aussi que ça peut faire un peu flipper, même si Optimus, Elon Musk est toujours à fond donc sur la régulation, le contrôle de l'IA, mais là, ces robots, c'est quand même des humanoïdes qui seront équipés de l'IA. Et donc, on sort de l'ordinateur, du digital. On peut voir ça un peu comme une armée de Terminator. Je crois que même la tagline, c'était des robots intelligents pour remplacer les humains sur beaucoup de tâches. Donc, je comprends un petit peu, tu vois, le scepticisme un petit peu qu'il peut y avoir autour de ça. C'est marrant parce que c'est assez contradictoire quand on entend un petit peu ce que peut dire, tu vois, Elon ou la place qu'il peut prendre dans le discours de il faut faire attention de ne pas avancer trop vite. Là, on est en train de personnifier une IA, c'est comme un peu l'étape supérieure en termes d'acceptation. Et je trouve ça intéressant en termes de à quoi ça va ressembler, mais je comprends le scepticisme. Je sais pas ce que vous en pensez, Mathis et Martin, mais je comprends que et les investisseurs et les gens qui pourraient utiliser ça soient un petit peu sceptiques. Ouais. Je pense que ils avancent plus vite que ce qui était prévu. Maintenant, on est encore loin sur une échelle de temps quand même d'avoir. En fait, là, ce qu'ils essayent de faire, c'est de créer du coup des robots humanoïdes, mais polyvalents, donc qui n'existent pas encore. Aujourd'hui, tous les robots qui existent, ça soit un aspirateur ou autre, c'est des robots avec des tâches spécifiques. Là, le gros enjeu en fait auquel ils s'attaquent, c'est créer vraiment quelque chose qui soit polyvalent et qui puisse aider, par exemple, aussi bien sur la création de tâches en entreprise, sur une chaîne
voilà, en entreprise. Et après, le robot, on peut imaginer qu'il vous raccompagne chez vous, qui vous aide à faire vos courses, qui vous aide à faire le ménage. Donc, on est sur quelque chose d'ultra complexe techniquement à mettre en œuvre. Là, je voyais aujourd'hui, c'est un concurrent, ça s'appelle Figure, la startup Figure, qui aujourd'hui, ou en tout cas dans quelques jours, s'apprête à faire ses premiers essais pour justement combiner toutes les tâches, les pièces des robots qui testent séparément avant de les assembler. Et ils en sont seulement au stade de est-ce qu'on va réussir à le faire marcher, quoi. Ils en sont vraiment que à ce stade-là. Donc, on en est encore loin. Et le fondateur, justement, le CEO fondateur, alors je m'éloigne un peu de Optimus, mais on est sur le même registre. En gros, c'est les robots humanoïdes polyvalents. Le fondateur de cette boîte-là, qui s'appelle Figure, donc qui est très jeune, qui a révélé son existence en septembre, eux ils disent que sur une échelle de 15 ans, dans 15 ans, ils voient potentiellement ces robots-là aider des personnes âgées dans des maisons de retraite. Et peut-être avant d'arriver à ce stade-là, il y aura d'autres applications plus industrielles, mais avant de les voir arriver dans notre vie quotidienne, il y a encore un peu de chemin à faire, on va dire. Donc, on peut facilement penser que c'est aussi une réponse marketing, une réponse un peu de communication à tout l'avènement que peut prendre GPT et tout ça, quoi. Ouais. Moi, je pense complètement aussi. Moi, j'y crois pas du tout. Pas du tout, du tout. Je pense qu'Elon Musk fait du Elon Musk comme il a toujours fait et qu'il fera toujours. Les voitures autonomes, une voiture autonome par personne qui était annoncée en 2025, on les aura pas avant 2040, on a l'air de s'en rendre compte. Donc d'ailleurs, c'est l'investisseur, je ne sais pas si vous avez vu, mais lui ont dit en fait, tu fais des voitures, pas des robots, donc il serait bien que tu te recentres sur la voiture électrique. Envahis déjà le monde avec tes voitures électriques, puis tes voitures autonomes, puis on verra pour les robots. Donc je pense qu'on est très, 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 très loin d'avoir un robot par personne, encore plus loin que ce soit Tesla qui le fasse, je pense. Ouais. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'on en aura un jour? Moi, je ne pense pas. Mathis, tu l'as bien dit, en fait, les plus intégrés, les plus intelligents, on n'arrive même pas à les faire marcher encore aujourd'hui. Alors oui, on arrive à faire du Boston Dynamics avec des petits chiens qui font des petites tâches. OK, parce qu'ils sont suivis à la seconde par des centaines d'ingénieurs derrière qui sont derrière des ordinateurs et qui les gèrent avant qu'on en fasse à la maison. Et puis, donc ça, c'est la première chose techniquement, je pense qu'on a des années-lumière d'avoir ça. Et sur l'utilité, à quoi ça sert? Si demain on en a, à quoi ça sert? En fait, dans les usines aujourd'hui, j'écoutais un talk de Kai Fu Lee, qui est intéressant là en Chine, l'expert IA chinois, qui parlait il n'y a pas longtemps, enfin, c'est une vidéo peut-être un peu vieille, bref, et qui nous parlait des usines chinoises. Il nous dit en fait, les gars, ça fait très longtemps qu'en Chine, tout est fait via l'IA et tout est fait via des robots. Donc en fait, il y a déjà plus de main-d'œuvre. Demain, pour conduire, je pense que le robot, il sera directement dans notre voiture et on n'aura pas besoin d'un robot humanoïde qui nous le fait. Le ménage, je pense aussi que demain, l'aspirateur de demain, il sera peut-être un peu plus puissant, il pourra laver en même temps, il fera le ménage. Donc, quel est vraiment l'intérêt d'avoir un robot humanoïde branché à de l'IA qui nous aide, si ce n'est peut-être un robot qui ressemble à un homme et qui parle comme un homme pour les dépressifs, mais sinon, voilà, franchement, je vois pas trop. Peut-être une petite copine, une petite amie pour toi plus tard. L'idée qu'ils mettent en avant, c'est vraiment le fait que ça soit polyvalent et que du coup, que la forme humanoïde, elle puisse justement gérer cette polyvalence, quoi. Alors ouais. Après, ouais. Est-ce que c'est un avantage par rapport à une autre forme? Je ne sais pas, mais c'est ce qu'ils mettent en avant en tout cas. Non, mais ouais, et même dans tout le discours qu'il y a autour, le mec fait des références à Terminator, a choisi l'humanoïde comme étant, tu vois, le truc de figure. Donc tu sens qu'il y a vraiment une espèce une volonté de créer le buzz, tu vois, et de parler de ça, quoi. Non, c'est clair. Vas-y, je t'en prie, Martin. Il ne faut pas oublier que Musk, il râle tous les jours en disant qu'OpenAI, c'est lui, que c'est machin. Donc, pour moi, c'est du pur marketing. Et je pense les plus avancés, si on devait bosser là-dessus, les robots les plus avancés, pas humanoïdes, mais en tout cas qui pourraient vivre avec nous, ça reste Boston Dynamics, à mon avis, qui font des trucs assez poussés. Et voilà, je ne pense pas qu'on ait l'utilité dans notre vie. Ça va coûter très, très, très cher. Lui, il les annonce à $30 000. Comme on a annoncé la Tesla au départ à $20 000 et ça fait 10 ans que ça coûte plutôt $70 000. Alors là, il en annonce une nouvelle, mais au bout de 10 ans, ça va coûter très cher. Puis, il y a quand même le truc que si tu veux faire des tâches très complexes et différentes tâches complexes, il faut quand même que tu aies une notion d'espace et une notion de toi dans l'espace. En fait, ça, un robot, c'est tous les sujets de conscience et les sujets de… Ça, un robot, il ne l'aura pas. Donc, en fait, il va marcher lentement. S'il arrive à marcher, est-ce qu'il va comprendre quand quelqu'un passe devant, derrière, de ce qui est plus gros, plus petit, plus loin, plus proche? Ça, je ne pense pas. Enfin, la notion d'espace, c'est vraiment très, très… Ça reste dans l'âme. Ce n'est pas mathématique. Donc, je ne vois pas comment ce serait possible.
Et On va voir. Tu citais Boston Dynamics, qui sont les plus avancés sur le secteur, mais eux, c'est qu'il y a un projet de recherche. Ils ont bien dit plusieurs fois que c'était pas, qu'ils ne construisaient pas un produit à commercialiser. Aujourd'hui, là, tout de suite, c'est une industrialisation. Ouais. C'est ça, ouais. En vrai, aujourd'hui, les plus avancés, et on est loin, comme on dit, avancé, tout est relatif, mais c'est Figures, quoi. Figures, ouais. Et peut-être qu'il y a d'autres boîtes qui construisent et qui ne sont pas encore révélées, quoi, tu vois. Ouais. On va suivre ça, en tout cas. Les gars, sinon, on a Sam Altman, donc, qui était au congrès, dans la foulée de Google, Meta, Anthropic et OpenAI qui étaient convoqués à la Maison-Blanche. Sam Altman qui a fait une grosse impression au congrès. Il y a même le sénateur Kennedy, je crois, qui lui a demandé s'il voulait pas prendre en main ce sujet. Il a dit qu'il était déjà assez busy sur ses différentes activités. Voilà, mais en tout cas, il a eu un discours quand même assez rassurant. Ils ont parlé aussi des élections américaines. Ça va commencer à devenir un sujet. Mais derrière, donc Sam Altman, il est en roadshow. Et tu me disais, Martin, que tu allais peut-être le rencontrer sur Paris prochainement. Je vais essayer. J'ai postulé pour le rencontrer, pour ceux qui veulent. C'est marrant, ça. Ça doit être sur son Twitter encore. C'était un petit moment, mais il avait proposé. Il fait une tournée mondiale, dont Paris. Et je crois qu'il vient en juin, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est ce qui était prévu il y a 6 mois. Ça a dû bouger en 6 mois. Mais il devait venir en juin et on pouvait postuler pour le voir de manière aléatoire. Il allait choisir quelqu'un. On espère. Non, mais c'est très stylé. Et puis, ça fait pas. Enfin, encore une fois, là, on vient de parler de la stratégie un petit peu marketing d'Elon Musk, qui est de s'affirmer comme étant le seul poids lourd qui existe au monde, qui est sûr de ce qu'il dit. Et là, tu as un mec qui te dit tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Qui assume complètement ce côté-là, entre guillemets, un petit peu je suis nerveux entre guillemets sur l'avenir de l'IA, etc., et qu'il faut de la régulation, il faut de la guideline. Donc tu sens que le mec, t'as un côté, un mec hyper rassurant, hyper poli, tu vois, et de l'autre côté un espèce de bourrin. Donc je comprends que ça fasse un petit peu plus sens, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Martin. Moi j'ai trouvé qu'il y avait une belle, magnifique hypocrisie autour de tout ça. Ouais. En fait, comparons, moi j'ai essayé de comparer un peu ce qui s'était passé avec Zuckerberg. Zuckerberg, quand il est arrivé devant le congrès, il s'est fait dégommer, ça a été très dur, machin. Là, évidemment, Sam Altman arrive et dit non, mais moi je suis d'accord, il faut réguler, il faut faire attention à tout ça. Bon, bah oui, évidemment que le congrès applaudit, bravo, c'est magnifique, t'es trop fort. Bon, en même temps, il n'allait pas dire l'inverse. Il n'allait pas dire je suis en train de créer un monstre qui peut vraiment foutre le bordel. Donc j'ai trouvé que c'est une belle hypocrisie. Il défendait aussi son business. Enfin, moi, si j'avais été Zuckerberg, je me dirais en fait, c'est un peu, c'est pas un peu déloyal ce qui se passe. Tu vois, c'est biaisé. C'est biaisé. Oui. Le mec, juste avant, il a quand même rencontré Biden et Biden qui lui dit ouais, j'adore ce que vous faites, mais faisons attention. Donc dès le départ, c'est pas le même traitement, bien sûr que oui. C'est ça, c'est un coup de com' gratos. C'est tant mieux pour lui, il a eu raison de le faire et tout. Mais pour moi, oui, il arrive en disant voilà, c'est moi on va réguler, il faut me réguler. Quand tu demandes aux autorités de te réguler, c'est un mec. Donc bravo. Alors que derrière, je pense que c'est exactement le même que Zuckerberg. C'est une boîte, même s'il annonce d'ailleurs dans ce congrès qu'il a plus de shares dans la boîte. Bien sûr. Là le congrès, ils comprennent pas trop. Ils lui disent mais attendez, mais vous êtes intéressé par tout ça. Il dit non, mais je suis pas actionnaire de la boîte. Beaucoup de marketing. Ouais, voilà, c'est faux. Moi, je pense que même s'il a vendu, on connaît un peu le système financier, ça se trouve, il a eu des earn-out de malade ou si en fait, dans les 5 prochaines années, le nombre d'utilisateurs fait x50, bah, lui, il gagne 500 millions. C'est possible, il doit avoir des clauses comme ça. Même avec Microsoft, évidemment. Donc, j'ai trouvé hyper naïf. Genre, il arrive, on lui pose. Alors, peut-être qu'il y a eu des questions, je n'ai pas regardé du tout en entier, mais la communication a été hyper naïve. C'est de dire, il est arrivé, il a dit qu'il était gentil, que c'était une asso, qu'il fallait le réguler. Bon, bah oui, c'est facile, mais je pense que Zuckerberg ne doit pas être content quand il voit cette com. Quand on voit la com qui a été faite sur lui et les autres qui sont passés. Mais alors, et Zuckerberg, donc dans la foulée, on a Meta qui fait des moves, Meta qui crée ses propres puces, ses propres GPU, qui crée un supercomputer pour entraîner l'intelligence artificielle, un module de code génératif et un petit peu comme le code d'interpréteur de ChatGPT. Donc Meta, pour le coup, ils sont chauds aussi quand même niveau recherche. Voilà. Ils ont... Vas-y, je t'en prie, Mathis. Non, en gros, là, c'est un peu le move. C'est pas forcément, ils sont un peu plus larges que ce qu'avaient fait Amazon, Google ou Microsoft, mais ils essayent de réduire leur dépendance à Nvidia sur la production des puces. Et là, les puces qui viennent
En tout cas, ouais, celles qui viennent d'annoncer, c'est des puces qui sont spécifiques. C'est pas des GPU classiques à but voilà, polyvalent. Là, c'est vraiment spécifique pour supporter des modèles IA, quoi. Donc, pas une aussi grosse news que ça au final. En fait, les grosses news, elles sont côté OpenAI. Peut-être pour changer d'industrie un petit peu, moi j'ai vu un truc marrant sur Tom Hanks, sur les industries culturelles, Hollywood. Donc Tom Hanks qui dit qu'il pourra apparaître après sa mort, donc dans des films générés par l'IA, il en est bien conscient. Il dit aussi que grosso modo côté Hollywood, ça chôme pas du tout sur le sujet, qu'il y a des discussions de tous les syndicats, de toute l'industrie du film et d'Hollywood pour essayer d'avoir un modèle, d'en tirer profit, de copyrighter tout ça. Et en fait, ça nous fait imaginer un petit peu, on l'imagine quand on voit ce que Stable Diffusion notamment est capable de générer. On a tous vu la vidéo, là, Wes Anderson, Le Seigneur des Anneaux, là. On voit qu'il commence à s'activer, que peut-être que très rapidement, des Bruce Willis, des Tom Hanks, ils vont jouer dans des films sans vraiment jouer dedans, en fait. En tout cas, ouais, que ce soit pour les films, que ce soit pour la musique, c'est assez intéressant. C'est pas encore régulé. Là, t'as un mec comme Tom Hanks qui prend la parole de façon un petit peu inoffensive entre guillemets contre la traîne. Mais oui, tu vas avoir plein de trucs comme ça qui vont sortir. Je sais pas si tu comptais en parler un petit peu après, mais je crois que la semaine prochaine à Paris, il va y avoir la première soirée avec un DJ IA, un truc comme ça, tu vois. Bien sûr, organisé par Vini, donc qui va nous jouer donc toutes les musiques générées par l'IA. Ça va être complètement dingue. Rendez-vous donc au Meetup mercredi prochain. C'est ça, exactement. Mais est-ce qu'on connaît un artiste qui s'est exprimé un petit peu sur le sujet? T'en as pas mal, et une des voix les plus intelligentes là-dessus, c'est Grimes, l'ex d'Elon Musk, qui a dit que elle, contrairement, tu vois, aux artistes et aux majors qui interdisaient, tu vois, l'IA et l'utilisation de leur voix, elle mettait à disposition en fait sa voix et qu'elle partageait, tu vois, via un système de royalties 50-50 entre quelqu'un qui voulait faire une musique avec sa voix. Elle partageait les revenus avec la personne qui créait ça. Non, mais c'est clair, et c'est intéressant, ça rejoint le tout début de ta news où tu dis Hollywood, plutôt que de mettre un revers à ce problème-là et de dire nous on fait des vrais films, ça ne nous regarde pas, tu as dit en fait Tom Hanks a annoncé qu'il planche dessus. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, et ça fera avec l'école, mais c'est que c'est plutôt intéressant qu'Hollywood se dise ok, de toute façon on n'a pas le choix, ça arrive, c'est là, comme devraient faire les chanteurs et comme l'a fait Grimes, mais se dire c'est là, comment on fait pour en profiter, comment on fait pour que ce ne soit pas trop contre-productif pour nous. Et ça, c'est intéressant et ça va être beau. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Mais oui, je pense que ces gens-là, qui sont des gens très intelligents, vont en profiter pour dire pareil. En fait, allez-y, faites des films avec nos têtes, faites des films avec nos corps, si vous voulez, et on prend des royalties. C'est un peu ce qui a été fait quand les plateformes de streaming sont sorties. C'était plutôt que de les interdire, des machins, on s'est dit, partageons le revenu. Vendez notre musique, vendez des abonnements. On ne peut pas se battre contre ça, en fait. Non, impossible. Autant surfer avec. Même si sur ce modèle-là, je ne sais pas si un jour on verra des films IA diffusés à grande échelle, je ne sais pas, ouais. Mais non, sur des pubs, ça marche des bien. Petits projets, ouais. Des pubs de Coca qui est très stylée, qui est faite avec Stable Diffusion. Ok, mais c'est aussi pour de la com. Ça me fait toujours penser à c'est un peu un autre univers, mais j'ai un pote un jour qui m'a dit sur The Sandbox, je lui demandais pourquoi, alors qu'il est plutôt crypto, il me disait mais pourquoi les gens achètent des terres sur The Sandbox, ils veulent en faire quoi? Et en fait, ils veulent rien en faire. Ils veulent faire un coup de com pas cher. Ce qui est le cas de Coca avec Stable Diffusion. Ça se trouve, c'est la seule pub qu'ils feront de leur vie avec Stable Diffusion. C'est un coup de com énorme d'arriver et de dire voilà, on a fait notre première avec l'IA. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas le fond, c'est la forme, quoi. Donc c'est assez intéressant. Et là-dessus, peut-être qu'un jour, voilà, il y aura des coups de com comme ça. Mais moi, je vois pas. Parce que tu en penses, Mathis, mais moi, je vois pas un changement profond sur cette industrie-là. En vrai, de ce que j'ai vu, tu vois, sur les premiers aperçus, il y a quand même des trucs assez fous qui se font sur les modèles vidéo qui commencent vraiment à apparaître. Quand même, il y a des trucs fous. Alors, à court terme, je suis comme toi, je vois pas des films totalement IA, mais sur le long terme, de ce que j'ai vu, je sais pas comment ça fonctionne véritablement, tu vois, derrière en termes
en termes de temps de production, en termes de flexibilité dans ce que tu peux faire, etc. Mais de ce que j'ai vu, il y a quand même des trucs déjà assez fous qui se font. Et après, pour revenir tu vois, sur Tom Hanks, j'ai aussi l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'il y a une distinction entre le milieu un peu de la voix off et de la musique. Parce que tu vois, sur l'affaire de Grims, tu avais avant les featuring de Drake, etc., qui étaient totalement IA générés, mais qui a été aussi bien pas censurés, mais qui ont été ensuite déplatformisés un peu par les plateformes musicales, genre Universal Studio Music. Donc, tu as aussi ce rôle. En fait, j'ai l'impression que tu as Hollywood d'un côté qui pousse pour la partie cinéma, mais côté musique, c'est moins clair. Pourtant, dans les deux, tu vois, tu as les voix, tu as la voix chanson et tu as la voix voix off, quoi. Donc, tu vois ce que Grimes dit, elle le dit théoriquement, ok, l'ambition c'est un point de vue. Après, dans les faits, comment le mettre en place, c'est autre chose. Tu vois. Ouais, après, la voix aujourd'hui, moi, je rajoute ça, mais la semaine dernière, moi, j'ai fait un clone vocal du président de la République, d'Emmanuel Macron, pour me marrer. J'ai fait ça en utilisant des discours sur YouTube. Attention, sans l'utiliser en faisant bien attention. Mais aujourd'hui, l'empreinte vocale, quand même, c'est devenu un double. Et Apple a annoncé aussi quelque chose sur le sujet pour les personnes handicapées, justement. Aujourd'hui, donc, la voix, c'est devenu quelque chose qu'on peut complètement hacker comme le langage avec ChatGPT. Complètement. Ouais. Mais bon, après, c'est toujours pareil. Je me dis, qui a intérêt, tu vois, quand tu vas voir un film, en fait, la masse, elle va voir des films parce que le réalisateur est connu, parce qu'on l'aime bien, ou parce que l'acteur est connu et qu'on sait que c'est lui. Demain, est-ce qu'il y a des gens qui, à part, comme je dis, un coup de com', oui, le premier film IA, on ira le voir, je pense, parce que ça va être énorme, et il y en aura un rapidement. Mais après, est-ce qu'on consommera plus de contenu? Non. Est-ce que les cinémas accepteront, parce qu'il y a des lobbies derrière tout ça qui sont tellement énormes, est-ce que les cinémas accepteront de diffuser des films IA? Non. Alors peut-être IA, mais avec la création derrière de Scorsese ou qui sais-je, oui. Mais tu vois, in fine, en fait, et la musique, c'est un peu pareil. Tu l'as bien dit, oui, les plateformes vont refuser de les passer. Et peut-être qu'elles accepteront les musiques IA classiques où il n'y a pas de voix. Et why not? Moi, je m'en fous d'écouter la musique IA ou d'un DJ. Derrière la musique IA, il y a quand même quelqu'un qui a fait un setup. Enfin, ça se trouve, demain, ce sera une compétence beaucoup plus recherchée d'être un bon DJ IA que d'être un bon DJ platine. Et why not? J'en sais rien. Mais oui, sur la voix clonée, on l'a bien vu sur YouTube. YouTube, ils l'ont laissé une semaine et ça a dégagé, quoi. Donc, je pense que ouais, et puis on est quand même sur deux marchés qui cherchent à se réinventer aussi, tu vois, qui cherchent à rentrer de l'argent de manière différente, qui n'ont pas encore trouvé. T'as eu la vague Web3, là t'as une vague IA, les gens ont quand même gardé plus ou moins leurs habitudes. Donc je comprends un petit peu, tu vois, qu'un acteur comme Hollywood veuille s'y intéresser dès le départ pour comprendre et voir comment est-ce qu'il peut utiliser ça à son compte, quoi. Mais ouais, non, c'est cool. En tout cas, il y a une soirée musique IA par un DJ IA dans une semaine. Et je t'avoue que ça va être marrant de voir ça, et de voir si les gens vont capter ou pas. Suivez-nous, on a hâte de vous présenter ce que Vini organise là-dessus. Ça va être exceptionnel. Les gars, sinon, autre news quand même, niveau éducation, ce que j'ai vu, c'est que les écoles de New York ont changé complètement de direction. Ils avaient interdit l'utilisation de ChatGPT. Et maintenant, en fait, écoutez, ils encouragent l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les classes et dans les écoles. Qu'est-ce qu'on en pense? On pense que c'est cool, je pense, pour les étudiants, hein. Je pense qu'ils doivent être bien contents. Après, c'est encore une fois, c'est accompagné de quoi? Est-ce que les profs vont savoir faire la différence entre un texte ChatGPT ou pas? Est-ce qu'il va y avoir de l'explicatif, tu vois? Est-ce qu'il y a un cours, tu vois, à savoir utiliser ChatGPT? Est-ce que ça va être vraiment pris au sens large, ou est-ce que ça va juste faciliter un peu le travail des gens? Donc non, je pense que c'est cool. Je sais pas ce que vous en pensez, Mathis et Martin, mais ouais, mon opinion là-dessus. Sur le principe, sur le fond, tout, je trouve ça ultra cool. De toute façon, les applications l'IA sur le champ de l'éducation, je trouve ça ultra cool. Après, c'est toujours le cadre qui est mis, comment elles sont utilisées. Ce que tu dis, est-ce que les professeurs sont formés avant? Parce qu'en gros,
Là, je ne sais pas exactement quelles étaient, tu vois, ce que tu disais, Nicolas, la news, quelles étaient les modalités pour dire, OK, maintenant, on utilise l'IA dans les écoles. Mais si tu mets ça à disposition, par exemple, des élèves et que faut voir quel est le rôle des professeurs aussi derrière, parce que pour moi, ça engage un peu, tu vois, ça remet, mais de toute façon, ça a toujours été le cas sur le système éducatif. Il a du mal à se réinventer, mais pour moi, l'IA, là, ça va. L'idée que je vois derrière de ce que tu dis, c'est vraiment comment encadrer, en fait, les utilisations de l'IA, comment tu formes les professeurs avant. Tu vois, là, sur la news, je sais pas. On sort de la course-poursuite du voleur, un petit peu du professeur qui doit checker si tu as triché ou pas. Et je pense qu'on va plus, tu vois, sur apprendre à raisonner, apprendre à travailler avec l'IA. Et je trouve que c'est le futur, quoi. Non, je suis d'accord. Je pense que c'est cool. Ça va changer la façon d'apprendre. Et je pense que quand tu es élève, tu t'es souvent retrouvé face à un truc où le raisonnement était bon, mais tu n'avais pas forcément le savoir. Là, la source du savoir n'est pas forcément, n'est plus un problème, n'est plus un point dans une note. Et si les gens peuvent passer plus de temps à réfléchir plutôt qu'à chercher des news, ouais, peut-être que ça peut être cool. En vrai, ça révolutionne vraiment pour moi le rôle des professeurs, quoi. Plus du tout, ça bouleverse leur valeur ajoutée, elle se déplace. Et puis, il y a quelque chose qui, moi, je sais pas. Ouais, je suis d'accord. C'est comme faire une dictée aujourd'hui. Est-ce que ça a un sens, quoi? Tu vois, est-ce que ça a un sens de faire une dictée, sachant qu'à chaque fois que tu écris un truc, t'as mille et un outils pour double-checker l'orthographe. Alors, je dis pas qu'il faut pas l'apprendre, mais est-ce que faire une dictée a du sens aujourd'hui? Je sais pas. On fera peut-être des dictées de prompt plus tard. Dictée de prompt, ça pourrait être stylé, ça. Ça pourrait être triste. Moi, je trouve que c'est une très très mauvaise nouvelle, au contraire, parce que encore une fois, ça va se passer aux US, c'est pas chez nous, quoi. Enfin, j'aurais bien aimé que HEC annonce ou Assas ou Sciences Po annonce que ça y est, on crée un cours ChatGPT, mais c'est assez marrant, c'est encore aux US qu'on voit ça, et c'est grave parce que c'est la bonne idée à avoir et c'est pas nous qui l'avons, et nous, ça arrivera dans 1 an ou 2 ans, donc on imagine à quel point ça peut aller vite pendant 1 an ou 2 ans là-bas. C'est sûr. Mais évidemment, évidemment qu'il faut à la fois le tester et puis voir. À un moment donné, moi je pense qu'il faut y aller. Voilà, il faut y aller. C'est là maintenant. Les élèves l'utilisent. Moi, j'ai 3/4 de mes potes étudiants, ils l'utilisent tout le temps. Bon, soit on ferme les yeux et on continue d'être un peu con comme on le fait nous et on verra un jour si on l'autorise ou machin. Soit on fait comme là-bas. Alors pareil, on n'a pas les détails, donc je ne vais pas trop m'avancer sur ce qui est fait, mais dans l'esprit, il faut y aller. Il faut y aller, c'est là et ça s'arrêtera pas. Surtout que là, tu vois, en plus, pour moi, tu vois, ils ont itéré. Ils ont déjà interdit et maintenant ils autorisent. Donc, tu vois, en fait, ils ont une étape d'avance, grosso modo. C'est comme ça. Non, c'est clair. C'est clair. Donc, je pense que, comme vous l'avez bien dit, il faut apprendre aux profs à comment on l'utilise, comment on l'apprend aux jeunes. J'ai bien aimé ce qu'a dit un jour Nico, Stéphane Mallard, dans un de tes podcasts. Il disait on passe d'un monde où la personne intelligente à un monde où la personne intelligente, ce sera la personne qui s'est posé les questions. C'est super vrai. Et nous, comme Samy l'a dit, c'est que à l'école, on t'apprend à donner les bonnes réponses. Donc, c'est comment j'apprends tous mes cours et quand on me pose la question, je donne la bonne réponse. Ou on me pose des questions sur le livre que j'ai lu pour savoir si je l'ai bien lu. On apprend quasiment que ça à l'école. C'est pour ça qu'ils ont enlevé les mathématiques. D'ailleurs, c'était le seul truc qui t'apprenait un peu à te poser les bonnes questions et à réfléchir. Et là, on passe à un monde où en fait, ça repart à zéro. Les réponses, on les a. Les réponses, elles sont gratuites sur ChatGPT. Je grossis un peu le trait, mais les réponses, elles sont là. Elles sont gratuites, à portée de tous, à 20 € par mois, et plus complètes et mieux formulées que ce qu'on peut faire nous. Donc maintenant, c'est comment on pose les bonnes questions. Donc c'est aussi bien, je pense, c'est une belle opportunité pour des pays comme nous, parce que cette erreur que je décris, elle est faite surtout en France, d'apprendre aux gens à rabâcher les choses, à donner les réponses, beaucoup plus que dans d'autres pays. Moi, j'ai vécu un peu aux États-Unis. On t'apprend à lever la main en classe. Quand la prof pose une question, tout le monde lève la main en classe pour dire « moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je veux savoir si c'est ça. » Donc, il y a déjà un échange et un raisonnement qui est beaucoup plus puissant là-bas, je trouve. Et de toute façon, dans les textes, ça se voit, dans les classements, ça se voit bien parce qu'on est dernier en mathématiques de partout. Mais eux avaient de l'avance là-dessus. Et pour nous, ChatGPT, j'espère que c'est un peu une chance de se dire « ok, de toute façon… » maintenant, on comprend avec ChatGPT que le seul moyen, c'est de donner les capacités de raisonnement aux gamins et non plus les capacités d'apprentissage, la connaissance et la culture aux enfants. Donc, peut-être que ça va nous forcer la main à nous dire, OK, comment on crée une école où on apprend à raisonner, où on donne des armes et où les gens réfléchissent et créent des structures de pensée cohérentes et posent les bonnes questions, parce que c'est ce qui nous manque, quoi.
Et là, au moins, on n'a pas le choix. Si tant est qu'on comprend que c'est une vraie révolution et qu'on décide d'apprendre à voir le corps, ce qui n'est pas encore sûr. Mais oui, il faut. Et oui. Ça peut peut-être nous réveiller cette news. Qui sait? Est-ce que Il faut. Est-ce que Macron travaillera avec une illumination? Dernière news, les gars, dernière news pour tenir dans le format. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je l'ai mis sur Twitter. J'ai vu un truc dans la nuit là que j'ai trouvé incroyable. Un projet développé par Torek Nabe, qui est un développeur VR qui développe sur Unity, qui apprend le chinois. Et donc, en fait, il utilise ChatGPT en VR, donc avec un masque. Il se met dans un environnement, une petite partie virtuelle. Et en fait, il parle à des NPC, à des non-playable characters. Et il leur demande en fait des conseils un petit peu pour draguer des nanas, pour interagir avec des gens. Et en fait, chaque NPC est un GPT-4 différent. Et il va les voir les uns après les autres et tout ça. Et franchement, c'est complètement dingue. C'est un peu comme une évolution de ce qu'on avait vu sur un peu les Sims, le projet là, de Google. C'est hallucinant. Ouais, mais c'est énorme. C'est énorme. Je l'ai vu ta Tu vidéo là. Tu l'as vu, Martin? Ouais, j'ai regardé les vidéos. Ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que bon, tu comprends qu'il se pose des questions et que l'autre répond parce que c'est des IA branchés sur GPT-4, donc tu comprends comment ça fonctionne. Moi, j'ai trouvé énorme quand dans la pièce, il discute avec son copain et il lui dit qui c'est que je vais voir dans la pièce. Et là, le robot lui réfléchit et lui répond va voir la personne habillée en jaune. Donc, elle voit en fait l'IA. Et ça, c'était très fort. Et là, tu te dis waouh. Mais c'est clair que c'est énorme. Et moi, pour le coup, là, je vois beaucoup de jeux vidéo où, dans tous les jeux vidéo pour les NPC, ça va être énorme. Chacun aura sa propre. Et je pense que c'est un truc possible, assez techniquement faisable et pas une utopie. Mais je pense vraiment que tu joueras à des jeux et dans la campagne, en fait, tu joueras à Dofus et quand tu vas avoir un monstre, il te dira personne n'aura la même réponse quand il lui parlera. Du coup, on aura tous des expériences hyper personnalisées de ces jeux. Ça peut être énorme. Moi, je vois ça en premier truc énorme. Et il y a des jeux qui peuvent vraiment créer des vrais trucs autour de ça. Et même, tu pourras choisir, je pense, tiens, je veux avoir que des caractères sympas dans mon jeu ou je veux que des tueurs et je veux me débrouiller parmi ces tueurs. Tu pourras choisir quelques caractéristiques. Je pense que ça peut être énorme. Et la vidéo est flippante. Enfin, flippante, dans le bon sens du terme. Pour le coup, je ne vois pas de problématique pour nous, de premier danger. Mais en tout cas, là, pour l'instant, le mec, il apprend à draguer, quoi, grosso modo. Il s'est fait sa propre simulation pour apprendre à draguer en soirée. Ouais. Tu vois, je trouve ça ouf pour, comme tu te dis, l'univers du gaming, ça ouvre vraiment le champ des possibles. Et pour revenir sur le sujet aussi avant, je trouve ça ouf en termes de, ça ajoute un peu une layer sur l'aspect éducatif. Tu peux venir gamifier comme ça ton apprentissage. Et ça, c'est peut-être la next step pour la partie éducation. Ouais, après, effectivement, t'imagines, après, peut-être le petit bémol, tu vois, sur le côté un peu éducatif, c'est que si aujourd'hui, tu arrives à te recréer l'environnement parfait d'apprentissage, tu vois, avec les camarades parfaits, avec les professeurs parfaits, etc., c'est difficile de s'extraire un petit peu de cette réalité, surtout quand tu es, je sais pas, un teenager, tu vois, qui a des soucis avec tes potes, qui est pas. Donc, je pense que c'est où est-ce que tu mets le curseur, tu vois, de l'expérience. Parce que si le next step après, c'est des personnages qui ressemblent vraiment à ton meilleur pote. Ça va être le gros danger pour les gens un peu faibles mentalement, je ne sais pas comment on peut appeler, ou dans leur peau, etc. Ça va être le gros danger, mais qui, encore une fois, était le même. Les réseaux sociaux sont arrivés. Complètement, qui est exactement le même que tu peux quantifier avec l'impact des réseaux sociaux. Ouais, c'est un step plus loin, mais bon, Oussama Hamar dit je pense qu'on aura des gens qui sortiront avec des IA dans moins de 10 ans. Et je pense que c'est vrai. Parce que des gens vont tomber amoureux de ces modèles-là, tomber amoureux de quelqu'un dans le jeu. Après, est-ce que c'est pas déjà. C'est quand même arrivé, tu vois, avec Karine. C'est déjà arrivé. Oui, c'est déjà arrivé. $1 la vie. Un certain succès, Karine. Succès. Ouais, j'avais oublié ça. Voilà, je pense que ça arrivera. Après, malheureusement, c'est un peu triste à dire, mais c'est dangereux pour des gens pour qui tout ce qu'on utilise déjà aujourd'hui sont dangereux en fait. Et c'est une chose en plus, mais la personne qui va tomber dans ce jeu-là,
elle tombait déjà dans le jeu de je parle à des gens malveillants sur Facebook, sur Twitch, j'appelle des gens qui n'existent pas, ou je parle à des gens sur Tinder qui n'existent pas, qui sont en train d'essayer de m'arnaquer ou d'avoir des… Ouais, mais tu vois, on a déjà l'expérience de ça. On a déjà des gens qui ont utilisé la technologie pour ça. Donc, quand tu designes la techno, comment est-ce que tu prends en compte ça peut-être, tu vois? Ouais, peut-être. En plus, oui, pour peut-être favoriser, tu vois. Ouais. On peut peut-être le contrer plus facilement, même si on a vu des IA qui ont poussé des gens au suicide. Donc ça peut arriver, mais toujours pareil, faut aussi raisonner un peu ISO. C'est se dire, en fait, cette personne-là, si elle n'avait pas eu l'utilisation du logiciel IA, est-ce qu'elle aurait trouvé quelqu'un qui l'aurait poussé au suicide? Je pense que oui. Donc en fait, toujours pareil, ça va se voir. C'est un peu le phénomène de la Tesla qui tue son passager en autonome. Oui, bon, en fait, le mec, s'il avait conduit, il serait mort aussi, quoi. Parce que la situation fait que le cerveau humain, il n'aurait pas pu répondre mieux que ça. Bah là, je pense que c'est un peu pareil. Ça créera plus non, de mais bien sûr. Des points positifs, des dangers. Mais dans tous les cas, je mettrai la vidéo, allez la voir, ça vaut franchement le détour. Je l'ai mise dans le chat, les gars, si vous voulez la checker. Excellent, excellent. Ah, Merci Samy. Messieurs, on est bon, on est dans le format 40 minutes. Merci beaucoup, merci à tous. Avec plaisir, merci pour l'invite. Martin, Mathis, vous revenez quand vous voulez. On fait ça tous les vendredis à 17h avec Samy en 30 minutes. C'était un plaisir de vous avoir. Et surtout, on a hâte de se retrouver IRL mercredi. Semaine prochaine, ouais. Au Meetup. On sera là. Et voilà, et ça va être génial. Merci beaucoup, les gars. Merci à tous. Merci à vous. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.